Au claquement du cuir contre la peau résonna dans le salon de cristal comme un tonnerre. 300 personnes s'immobilisèrent. Les coupes de champagne restèrent suspendues dans l'air. Le quatuor à cordes cessa brusquement de jouer. Victoria Lawson était au centre du grand salon du Grand Metropolitan Hotel, agenouillée, sa robe de soie bleue déchirée dans le dos. Du sang coulait sur ses épaules nues. Son mari, Daniel Blackwood, tenait un fouet décoratif qui ornait la paroi quelques instants plus tôt. Ses yeux noirs brillaient d'une fureur que personne n'avait jamais vue publiquement. « Tu m'as humilié », dit-il avec une calme qui était plus terrifiante que n'importe quel cri. Le deuxième coup vint avant que quiconque puisse réagir. Victoria gémit, serrant son ventre de 7 mois. Des larmes coulèrent en silence. Elle ne supplia pas. Elle ne cria pas. Elle ferma simplement les yeux et protégea son ventre de ses mains tremblantes. C'était le gala annuel de bienfaisance, l'événement le plus important de l'élite de Manhattan. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités. Tous vêtus de smoking à 5 000 $ et de robes de créateurs. La décoration avait coûté un demi-million. Les fleurs étaient importées des Pays-Bas. L'événement collectait des fonds pour les hôpitaux pour enfants, ironiquement. Daniel Blackwood était l'hôte. Propriétaire d'un empire immobilier évalué à 3 milliards de $. Il construisait des gratte-ciel, des hôtels, des complexes touristiques. Son visage couvrait les couvertures des magazines. Il était considéré comme l'un des hommes les plus influents du pays. Il avait des amis au Congrès, dans le judiciaire, dans les médias. Il était intouchable. Et maintenant, devant tous, il détruisait sa femme. Le 3e coup. Le 4e. Le 5e. Victoria commença à trembler. Son corps fin ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Son dos était déjà une carte de blessures ouvertes. La robe bleue était rouge. Mais personne ne bougeait. Personne ne criait. Le choc initial avait laissé place à une terreur paralysante. Tous savaient qui était Daniel Blackwood. Ils savaient ce qu'il pouvait faire à quiconque le défiait. Une femme plus âgée, aux cheveux argentés, commença à pleurer doucement. Un homme au fond détourna le visage, incapable de regarder. Mais personne n'intervint. « Daniel, s'il te plaît », murmura Victoria, la voix brisée. « Le bébé. » Il rit. Un son froid, métallique. « Tu aurais dû y penser avant de me contredire devant le sénateur, » répondit-il, préparant un autre coup. Que s'était-il passé? Quelques minutes plus tôt, lors des discours, le sénateur Thompson avait fait une blague sur la beauté des épouses trophées. Daniel avait ri fort, acquiesçant. Victoria, assise à ses côtés, avait calmement commenté que les femmes n'étaient pas des trophées, mais des personnes. La table resta silencieuse. Le sénateur se racla la gorge, embarrassé. Et Daniel sentit son autorité remise en question. Pour lui, c'était une trahison. Lorsque la cérémonie se termina et que les invités se dispersèrent dans le salon, il la saisit par le bras. Personne ne remarqua la force avec laquelle ses doigts s'enfonçaient dans sa peau. Personne ne vit quand il la traîna jusqu'au centre du salon. Mais tout le monde vit quand il arracha le fouet du mur et la fit tomber d'un coup. Maintenant, tandis que les coups continuaient, Victoria pensait à la manière dont elle en était arrivée là. Elle avait rencontré Daniel 3 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art. Il avait été charmant, attentionné, généreux. Il payait des dîners coûteux, envoyait des fleurs, écrivait des messages romantiques. 6 mois plus tard, ils demandèrent sa main. La cérémonie fit la une de tous les magazines People. Les premiers signes apparurent lentement. Un commentaire acide sur sa tenue. Une critique sur la manière dont elle saluait un ami de Daniel. Puis l'exigence qu'elle cesse de travailler comme architecte. « Ma femme n'a pas besoin de travailler », disait-il, comme si c'était un compliment. Quand elle tomba enceinte, tout empirait. Daniel devint possessif, contrôlant. Il surveillait son téléphone, décidait avec qui elle pouvait parler, choisissait ses vêtements. Et quand elle contredisait une de ses ordres, il explosait. Il commença par des poussées, puis des gifles. Enfin, des coups de poing. Toujours dans des endroits que personne ne verrait. Toujours avec des excuses toutes prêtes. « Tu me provoques », disait-il. « Tu sais comment m'énerver. » Victoria avait prévu de s'échapper. Elle avait économisé secrètement de l'argent. Contacté un avocat. Mais Daniel découvrit tout. Il trouva les documents cachés dans le placard. Et promit que si elle essayait de partir, il détruirait sa famille. Il avait le pouvoir de le faire. Elle le savait. Alors, elle resta. Par peur. Par honte. Par épuisement. Mais cette nuit-là, quelque chose en elle avait craqué. Lorsque le sénateur fit cette blague, lorsque Daniel rit en acquiesçant,
Elle ne put tout simplement pas se taire. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse réfléchir. Et maintenant elle payait le prix. Le 10e coup. Le 20e. Le 30e. Quelqu'un au fond du salon commença à sortir discrètement. Puis un autre. Et encore un autre. En 5 minutes, la moitié des invités avaient disparu. Pas par indignation. Par inconfort. Par refus d'être associés à cela. Leur conscience ne pouvait supporter de regarder, mais leurs intérêts ne permettaient pas d'intervenir. Ceux qui restèrent demeuraient immobiles, comme des statues de sel. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone, cachés. D'autres regardaient simplement le sol, faisant semblant que rien ne se passait. Daniel continuait. Méthodiquement. Calculateur. Chaque coup était mesuré, contrôlé. Il n'était pas hors de lui. Il exécutait une punition. Un spectacle de pouvoir. Une démonstration publique que personne, même sa femme enceinte, ne pouvait le défier. Victoria ne sentait plus la douleur. Son corps avait dépassé ses limites. Elle flottait dans une sorte de torpeur, voyant tout de loin, comme si elle regardait un film sur quelqu'un d'autre. Elle pensa au bébé. Une fille. Elle avait déjà choisi un nom. Espoir. Quelle ironie cruelle. C'est alors que les portes du salon s'ouvrirent violemment. Un homme entra. Grand, cheveux gris, costume impeccable. Ses pas résonnaient comme des marteaux. Le silence, déjà lourd, devint suffocant. Certaines personnes le reconnurent immédiatement. D'autres mirent quelques secondes. Mais bientôt, tout le monde sut qui il était. Thomas Lawson. PDG de Lawson Industries, le plus grand conglomérat technologique et d'investissement du pays. Fortune estimée à 15 milliards de dollars. L'un des hommes les plus puissants des États-Unis. Et principal sponsor de ce gala. Il était aussi le père de Victoria. Ce que Daniel Blackwood ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Victoria n'avait jamais utilisé le nom de famille de son père en public. Elle avait gardé son nom de jeune fille par choix, voulant construire une carrière sans l'ombre de l'influence paternelle. Lorsqu'elle se maria, elle prit le nom de son mari. Daniel n'avait jamais enquêté profondément sur sa famille. Il savait qu'elle avait un père entrepreneur, mais n'avait jamais demandé de détails. Son arrogance ne lui permettait pas de considérer quelqu'un de plus puissant que lui. Thomas Lawson marcha jusqu'au centre du salon. Ses yeux étaient fixés sur sa fille ensanglantée au sol. Son visage était un masque de pierre, mais quelque chose brûlait derrière cette expression contrôlée. Quelque chose d'ancien et de dangereux. Daniel s'arrêta enfin, le fouet toujours levé. Il se tourna vers l'intrus avec irritation. « Ceci est une affaire privée, » dit-il avec son autorité habituelle. « Je suggère que… » Il ne termina pas sa phrase. Thomas s'agenouilla auprès de Victoria et, avec une délicatesse infinie, retira sa veste et couvrit le dos blessé de sa fille. Elle le regarda, les yeux gonflés de larmes, et murmura quelque chose que lui seul pouvait entendre. « Papa !» Thomas Lawson se leva lentement. Il se tourna vers Daniel. Et lorsqu'il parla, sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque mot portait le poids d'une sentence. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. » Daniel Blackwood laissa échapper un rire court, incrédule. Il regarda autour de lui, s'attendant à ce que quelqu'un partage l'absurdité de cette interruption. Mais les invités encore présents dans le salon détournaient le regard. Certains reculaient discrètement vers les sorties. « Écoute-moi bien, » commença Daniel en avançant d'un pas, pointant Thomas du doigt. « Je ne sais pas qui tu crois être, mais c'est ma femme, ma maison, mon événement. Tu n'as pas le droit de… » « Ta femme, » interrompit Thomas, la voix toujours basse mais tranchante comme du verre, « est ma fille. » Le silence qui suivit fut absolu. Daniel cligna des yeux, assimilant l'information. Ses yeux passèrent de Thomas à Victoria, encore étendue au sol, tremblante sous le manteau ensanglanté. La couleur quitta son visage. Pour la première fois de sa vie, Daniel Blackwood ressentit une peur véritable. « Lawson » murmura-t-il, comme si prononcer le nom brûlait sa langue. « Thomas Lawson. » « Je vois que même toi, tu reconnais quand tu es face à quelque chose de plus grand, » répondit Thomas. Puis, sans regarder à nouveau Daniel, il sortit son téléphone de sa poche et composa un numéro. « J'ai besoin d'une ambulance au Grand Métropolitain. Ma fille a été agressée. Oui, c'est urgent. Et appelez le docteur Patterson, je veux qu'il vienne personnellement. » Pendant qu'il parlait, d'autres hommes entrèrent dans le salon. 4 agents de sécurité privée, vêtus de noir, se positionnèrent autour de Victoria. L'un d'eux apporta une civière portable. Avec une extrême précaution, ils aidèrent Thomas à soulever la jeune femme du sol. Elle gémit doucement lorsque ses dos blessés fut touchée.
Daniel restait paralysé. Son esprit calculait rapidement les implications. Thomas Lawson n'était pas seulement riche. Il était influent d'une manière que Daniel ne pourrait jamais atteindre. Il avait des connexions à Washington qui dépassaient les simples sénateurs. Il avait des journalistes, des juges, des procureurs. Il possédait un pouvoir réel, pas seulement l'apparence du pouvoir. Thomas, tenta Daniel, la voix maintenant suppliante, presque pathétique. C'était un malentendu. Elle m'a provoqué, j'ai perdu la tête. Tu sais comment c'est, parfois les femmes. Thomas se retourna lentement. Ses yeux étaient deux morceaux de glace. Termine cette phrase, dit-il, et je te garantis que tu ne sortiras pas de ce salon en marchant. Daniel referma la bouche. La sueur commençait à couler sur son front parfaitement coiffé. Autour, les quelques invités restants avaient maintenant leurs téléphones ouverts. Certains prenaient des photos, d'autres filmaient. La nouvelle se répandait déjà sur les réseaux sociaux. Milliardaire agresse sa femme enceinte lors d'un gala caritatif. L'homme d'affaires Daniel Blackwood bat Victoria Lawson. Fille de Thomas Lawson hospitalisée après l'agression de son mari. En moins de 10 minutes, ce serait sur tous les portails d'information du pays. Thomas accompagna Victoria jusqu'à l'ambulance arrivée à l'entrée de l'hôtel. Avant de monter, il se tourna vers l'un des hommes qui l'accompagnaient. Il était plus jeune, aux traits similaires à ceux de Thomas, mais avec des yeux brillants d'une colère contenue. « James, dit Thomas à son fils, tu sais ce que tu dois faire. » James Lawson hocha la tête. Il était avocat, diplômé de Harvard, et travaillait comme conseiller juridique pour Lawson Industries. Mais en ce moment, il n'était pas un simple avocat. Il était un frère enragé, voyant sa sœur cadette détruite. « Il ne dormira pas chez lui ce soir, » répondit James, la mâchoire serrée. Alors que l'ambulance partait, James retourna dans le salon. Daniel y était encore, maintenant entouré de quelques alliés essayant de le calmer. Le sénateur Thompson faisait partie d'eux, offrant des conseils sur la gestion de l'image médiatique. « Daniel, » appela James en traversant le salon d'un pas ferme. « J'ai besoin d'un mot avec toi. »« Écoute, » commença Daniel, tentant de reprendre sa posture d'autorité, « ton père exagère. C'était une dispute de couple qui a dégénéré. Ces choses arrivent. Je peux compenser, nous pouvons trouver un accord. » James esquissa un sourire qui ne parvenait pas à ses yeux. « Accord. » Répéta-t-il le mot comme s'il s'agissait de poison. « Tu crois que c'est une question d'argent? » « Tout est une question d'argent, » répondit Daniel, retrouvant un peu de confiance. « Ton père est un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Nous savons comment fonctionne le monde. Je peux transférer une somme importante, garantir que Victoria ait tout ce dont elle a besoin, et nous pouvons oublier que cela s'est produit. » James regarda autour du salon. Les invités encore présents observaient la conversation avec une curiosité morbide. Puis il s'approcha de Daniel, si près qu'il pouvait murmurer et être entendu uniquement par lui. « Tu as une idée de qui est mon père ?» demanda James, sa voix basse et dangereuse. « Je ne parle pas d'argent. Je parle de pouvoir. De pouvoir réel. Le type de pouvoir qui peut effacer des entreprises de la carte. Qui peut faire chuter des actions. Qui peut transformer des milliardaires en rien du jour au lendemain. » Daniel avala difficilement. Il tenta de reculer d'un pas, mais heurta une table. « Tu me menaces. »« Non, » répondit James en s'éloignant déjà. « Je n'essaie pas de te menacer. Je t'informe. Lundi matin, quand tu te réveilleras, tu découvriras que ton monde a commencé à s'effondrer. Et il n'y aura rien que tu puisses faire pour l'empêcher. » Il quitta le salon sans se retourner. Daniel resta là, tremblant de rage et de peur. Ses alliés l'entourèrent immédiatement, offrant stratégie, contact, solution. Mais il écoutait à peine. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de calculer les dégâts que cette nuit avait causés. Dans les jours suivants, Daniel tenta de contrôler le récit. Il engagea la meilleure agence de relations publiques du pays. Payait des interviews exclusives sur des chaînes de télévision où il tentait de s'expliquer. Il parlait de stress, de pression, de la façon dont Victoria l'avait défié publiquement. Il essayait de se présenter comme victime de provocation. Mais Internet ne pardonne pas. Les vidéos de l'agression, filmées par les invités, circulaient sans arrêt. Chaque angle, chaque coup, chaque gémissement de douleur de Victoria. Les gens regardaient horrifiés. Des hashtags comme « Justice pour Victoria » et « Blackwood en prison » dominaient les réseaux sociaux. Les marques ayant des contrats avec les entreprises de Daniel commencèrent à s'éloigner. Des sponsors annulaient des accords. Des associés demandaient des réunions urgentes pour discuter de sa présence au conseil.
La bourse réagit immédiatement. Les actions de Blackwood Property chutèrent de 15% le lundi. 10% de plus le mardi. Daniel engagea une armée d'avocats. Les meilleurs pénalistes du pays. Des hommes qui avaient sauvé des politiciens corrompus, des entrepreneurs fraudeurs, des célébrités accusées de crimes odieux. Il garantissait qu'avec les bonnes connexions et suffisamment d'argent, tout pouvait être réglé. Nous allons plaider le stress professionnel, suggéra l'un d'eux lors d'une réunion tendue dans le bureau de Daniel. Pression des affaires, épuisement mental. Vous étiez hors de vous, vous ne saviez plus ce que vous faisiez. Et sa grossesse, ajouta un autre avocat. Nous pouvons suggérer que les hormones la rendaient instable, qu'elle provoquait les situations. Je ne dis pas que c'était de sa faute, mais nous pouvons créer un doute raisonnable. Daniel hocha la tête, s'accrochant à tout espoir. Mais au fond, une petite voix chuchotait que cette fois c'était différent. Cette fois, il était allé trop loin. Et pire, il avait touché la mauvaise personne. Pendant ce temps, dans une chambre privée de l'hôpital métropolitain, Victoria se reposait. Son dos était bandé, couvert de pommades et de médicaments. Les médecins assurèrent que le bébé allait bien, miraculeusement indemne. Le docteur Patterson, l'un des meilleurs obstétriciens du pays, surveillait personnellement chaque battement de cœur de l'enfant. Thomas était assis au chevet, tenant la main de sa fille. Il n'était pas sorti de là depuis leur arrivée. James entrait et sortait, apportant des mises à jour, des documents, des informations. « Papa » murmura Victoria, la voix encore faible. « Il va essayer de se venger. » Thomas serra doucement sa main. « Qu'il essaie » répondit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix à la fois rassurant et terrifiant. Certaines batailles sont perdues avant même de commencer. Il ne le sait juste pas encore. Victoria ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit en sécurité. Protégée. Elle n'était plus seule à affronter le monstre. Son père, l'homme qu'elle avait toujours admiré, qu'il avait toujours soutenu même quand elle avait choisi de s'éloigner pour construire sa propre vie, était là. Et il ne laisserait pas cela sans réponse. Dehors, la tempête ne faisait que commencer. 3 semaines après le gala, Daniel Blackwood croyait encore pouvoir s'en sortir. Ses actions s'étaient stabilisées. Certains clients importants restaient fidèles. Ses avocats montaient une défense solide basée sur le stress et la provocation émotionnelle. Il avait même donné une interview en pleurant dans une émission de fin de soirée, présentant ses excuses et promettant de suivre un traitement psychologique. L'opinion publique restait divisée. La moitié le condamnait. L'autre moitié, étonnamment, achetait son récit d'homme brisé ayant commis une erreur sous une pression extrême. Mais Daniel ignorait ce qui se passait dans les coulisses. Dans le siège principal de Lawson Industries, dans une salle de réunion au 45e étage, Thomas coordonnait une opération chirurgicale. James était présent, ainsi que 3 autres personnes. La première était Helen Reeves, avocate spécialisée dans les cas de violence domestique, reconnue à l'échelle nationale pour avoir démoli des agresseurs devant les tribunaux. Le deuxième était Michael Torres, détective privé travaillant exclusivement pour de grandes entreprises et des familles influentes. Le troisième était quelqu'un d'inattendu. « Merci de me recevoir », dit la femme d'une 50aine d'années, cheveux bruns relevés en un chignon simple. Ses mains tremblaient légèrement en tenant un dossier marron. « Je ne savais pas si je devais venir, mais après avoir vu ce qu'il a fait à Madame Blackwood à la télévision, je n'ai plus pu rester silencieuse. » Elle s'appelait Patricia Morale. Pendant 8 ans, elle avait travaillé comme gouvernante dans le manoir de Daniel Blackwood. Elle avait été licenciée 6 mois plus tôt, officiellement pour incompétence. En réalité, parce qu'elle avait été témoin de Daniel poussant Victoria dans les escaliers lors d'une dispute. Patricia avait menacé d'appeler la police. Elle fut renvoyée le lendemain, avec une indemnité généreuse et un accord de confidentialité qui l'empêchait de parler de quoi que ce soit qu'elle avait vu dans cette maison. « L'accord n'a plus aucune valeur », expliqua Hélène, feuilletant les documents apportés par Patricia. « Il a été signé sous contrainte et pour couvrir des crimes. Vous êtes libre de témoigner. » Patricia ouvrit le dossier. À l'intérieur, il y avait quelque chose que personne n'attendait. Un ancien téléphone portable. « J'ai tout enregistré », dit-elle, la voix étranglée. « Pendant des années. Chaque fois que j'entendais des cris, des vitres brisées, des pleurs. Je cachais le téléphone dans des vases, sur des étagères, le laissais enregistrer pendant que je faisais le ménage. Je savais qu'un jour cela finirait mal. Je voulais avoir des preuves pour l'aider si elle en avait besoin. » Michael Torres prit l'appareil avec précaution, comme s'il s'agissait d'une bombe. Et c'était, d'une certaine manière. « Combien de vidéos ?» demanda-t-il. « 47, » répondit Patricia. « Certaines sont juste audio. Mais 13 ont une image claire.
Il y a un enregistrement de lui la frappant au visage parce que le dîner était froid. Un autre où il lui jette un vase parce qu'elle a répondu à un appel de sa mère sans demander la permission. Il y en a même un où il la menace de la tuer si elle essaie de quitter la maison. Le silence dans la salle était pesant. Thomas ferma les yeux un instant, respirant profondément. James serra les poings avec une telle force que ses articulations blanchirent. « Pourquoi n'avez-vous jamais remis ça à la police ?» demanda Hélène, sans jugement dans la voix. « Parce que j'avais peur », admit Patricia, les larmes coulant. Il a renvoyé 2 agents de sécurité qui avaient tenté d'intervenir dans une bagarre. Il les a simplement fait disparaître. Personne ne sait où ils sont. J'ai 3 enfants. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Mais maintenant, en la voyant à l'hôpital, sachant qu'elle est enceinte. Sa voix se brisa. Je ne peux plus vivre avec ce poids. Thomas ouvrit les yeux et regarda Patricia avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Vous êtes très courageuse, dit-il. Et soyez assurés que rien ne vous arrivera, à vous ou à votre famille. Vous avez ma parole. Pendant que Michael copiait les fichiers du téléphone, Hélène expliquait la prochaine étape. Ils ne dévoileraient pas tout d'un coup. Ce serait stratégique. D'abord, ils utiliseraient certaines vidéos pour l'accusation criminelle formelle. Ensuite, au fur et à mesure que la défense de Daniel tenterait de réfuter, ils libéreraient plus de preuves. C'était comme serrer un garrot, coupant la circulation petit à petit. Mais il y a plus, dit James en poussant un épais dossier sur la table. Michael a trouvé quelque chose d'intéressant dans ses affaires. Thomas ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des contrats, des relevés bancaires. Blackwood Property est impliqué dans le blanchiment d'argent, expliqua Michael en pointant des chiffres précis. Depuis 3 ans, il accepte des investissements de sociétés écrans enregistrés dans des paradis fiscaux. L'argent vient de sources douteuses, probablement liées à des cartels et à la corruption politique. Il utilise les chantiers pour blanchir l'argent sale. Thomas feuilleta attentivement les documents. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient. « Combien ?»« Environ 200 millions jusqu'à présent, » répondit Michael. « Peut-être plus. Je suis encore en train de retracer toutes les transactions. »« C'est suffisant pour attirer l'attention du fisc et du FBI, » commenta Hélène. « Et ils s'y intéresseront, » assura Thomas. « Au bon moment. » Mais la pièce la plus dévastatrice de la stratégie restait à venir. James ouvrit son ordinateur portable et fit pivoter l'écran pour montrer une série de documents numérisés. « Tu te souviens de la procuration que Victoria aurait soi-disant donnée à Daniel il y a 2 ans ?» demanda James. « Celle qui permet à Daniel de contrôler tous ses comptes et propriétés. » Thomas hocha la tête. Victoria en avait parlé. Elle avait dit n'avoir jamais signé quoi que ce soit de ce genre, mais Daniel avait présenté le document lorsqu'elle avait tenté d'accéder à ses propres économies quelques mois auparavant. « Elle est falsifiée, » continua James. « J'ai engagé 3 experts en graphologie. Tous sont confirmés. La signature a été forgée. Daniel a en fait volé ses biens. » Hélène sourit. Un sourire froid, calculateur. « Cela ajoute fraude et détournement de fonds aux accusations, » dit-elle. « Et prouve la préméditation. Il n'a pas agi impulsivement. Il planifiait de contrôler et de voler ses biens depuis des années. » Thomas referma doucement l'ordinateur portable. Il regarda chaque personne dans la salle. « Je veux que vous prépariez tout, » ordonna-t-il. « Chaque vidéo, chaque document, chaque preuve. Mais personne ne bouge jusqu'à ce que je donne le signal. Quand nous attaquerons, ce sera d'un seul coup, de tous les côtés, sans lui laisser respirer. » Dans les jours suivants, tandis que Daniel poursuivait sa campagne publique de rédemption, les pièces du jeu bougeaient silencieusement. Hélène déposa une demande officielle de divorce au nom de Victoria, alléguant des violences domestiques systématiques et demandant une protection judiciaire. Le juge accorda immédiatement une ordonnance de protection. Daniel ne pouvait pas s'approcher de Victoria à moins de 500 mètres. Simultanément, un colis anonyme arriva au fisc contenant des copies des documents sur le blanchiment d'argent. Un autre colis identique fut envoyé au FBI. Et un 3e arriva au bureau du procureur du district. Daniel reçut la convocation pour le divorce un jeudi matin. Il prenait son petit déjeuner dans son manoir lorsque l'huissier sonna à la porte. Il lut les documents avec une incrédulité croissante. « Elle ne peut pas faire ça », grogna-t-il au téléphone avec son avocat principal. « Je contrôle tout chez elle. Tous ses comptes, toutes ses propriétés. Elle n'a même pas assez d'argent pour se payer un avocat. »« Monsieur Blackwood, » répondit l'avocat, la voix tendue, « elle a engagé Hélène Reeves. » Daniel resta silencieux. Hélène Reeves était une légende. Elle avait détruit des cadres, des politiciens,
Même un juge corrompu. Son taux de victoire dans les affaires de violence domestique était de 98%. Et ce n'est pas tout, continua l'avocat. Je viens de recevoir un appel d'un contact au fisc. Ils ont ouvert une enquête sur vos entreprises. Blanchiment d'argent. Le téléphone tomba de la main de Daniel. Il heurta le sol en marbre avec un bruit sec. Il regarda autour de lui dans le manoir vide. Victoria était partie. Les employés avaient démissionné. Même ses gardes du corps personnel avaient demandé un transfert. Pour la première fois, Daniel Blackwood était vraiment seul. Et pour la première fois, il commençait à comprendre qu'il avait complètement sous-estimé son adversaire. Thomas Lawson ne cherchait pas seulement justice. Il exécutait une démolition totale. Et le pire restait à venir. Le procès commença par un matin froid de novembre. Le tribunal était bondé. Les journalistes occupaient la moitié des sièges. Des caméras attendaient à l'extérieur. Des militants brandissaient des pancartes avec des phrases comme « Justice pour Victoria » et « Aucune femme ne mérite la violence ». La couverture était nationale. Toutes les chaînes diffusaient en direct. Daniel Blackwood entra dans le tribunal entouré de ses 6 avocats. Il portait un costume gris discret, choisi pour donner une image d'humilité. Son visage était pâle, émacié. Il avait perdu 10 kilos au cours des dernières semaines. La pression se faisait sentir. Mais il conservait encore une posture droite, le menton levé. Il croyait toujours que son argent et son influence le sauveraient. De l'autre côté, Victoria entra accompagnée d'Hélène Reeves et de son père. Elle était maintenant au 8e mois de grossesse, le ventre proéminent sous une robe noire simple. Ses dos montraient encore des cicatrices visibles lorsque le tissu bougeait. Elle ne regarda pas Daniel. Pas une seule fois. Le juge était Anderson Wright, connu pour son impartialité et sa fermeté. Vétéran de 40 ans dans le judiciaire, il ne se laissait impressionner ni par l'argent ni par la célébrité. Il avait frappé du marteau contre des politiciens, des célébrités et des cadres sans hésitation. Affaire de l'État contre Daniel Blackwood, annonça-t-il. Accusation d'agression physique qualifiée, blessure corporelle grave, tentative d'homicide sur l'enfant à naître, contrainte, fraude documentaire et blanchiment d'argent. Comment le prévenu se déclare-t-il? Innocent, votre honneur, répondit l'avocat principal de Daniel. Un murmure parcourut le tribunal. Hélène Reeves ne réagit pas. Elle ouvrit simplement son dossier calmement. Le premier jour fut consacré au témoignage. Le ministère public appela des témoins présents au gala, entrepreneurs, mondains, serveurs. Tous décrivirent la même scène horrifiante. Daniel frappant Victoria à plusieurs reprises alors qu'elle protégeait son ventre. Certains pleuraient en racontant. D'autres avaient du mal à trouver leurs mots. Les avocats de Daniel tentèrent de discréditer chaque témoin. Ils suggérèrent que l'éclairage était faible, que l'alcool déformait la mémoire, que l'angle de vue empêchait de voir clairement. Mais il y avait 17 témoins, tous racontant la même histoire. Le deuxième jour, Patricia Morale monta à la barre. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Elle relata ses 8 années de travail dans le manoir. Les disputes qu'elle entendait. Les blessures que Victoria essayait de cacher. Les menaces de Daniel. Il disait que si elle essayait de partir, il détruirait sa famille, témoigna Patricia. Il disait avoir des contacts dans la police, dans le judiciaire. Que personne ne croirait Victoria. L'avocat de Daniel attaqua immédiatement. Madame Morale, vous avez été renvoyée pour incompétence, n'est-ce pas? Et vous avez signé un accord de confidentialité. Vous ne cherchez pas seulement à vous venger? Patricia le regarda directement. J'ai été renvoyée parce que j'ai menacé d'appeler la police quand je l'ai vu pousser Madame Blackwood dans les escaliers. Et j'ai signé l'accord parce que j'avais peur. Mais je ne suis plus une lâche. Puis Hélène présenta les enregistrements. Un par un, affichés sur le grand écran du tribunal. 47 vidéos et audios. Daniel criant. Victoria suppliant. Des objets brisés. Des coups portés. Dans l'une des vidéos, filmée à travers une porte entr'ouverte, on voyait clairement Daniel frapper Victoria au visage tout en criant qu'elle était sortie de la maison sans permission. Le tribunal resta dans un silence absolu. Certains jurés se couvrirent la bouche, horrifiés. D'autres détournèrent le regard, incapables de regarder. Daniel, lui, gardait les yeux fixés sur la table, refusant de voir. Mais le moment le plus dévastateur arriva le 3e jour, lorsque Victoria monta à la barre. Elle marcha lentement jusqu'à l'avant, une main soutenant son dos, l'autre tenant son ventre. Elle s'assit avec difficulté. Le juge proposa des pauses si nécessaire. Elle remercia, mais refusa. Hélène commença par des questions simples. Nom,
âge, profession. Puis, progressivement, elle ramena Victoria au début. Comment elle avait rencontré Daniel. La relation amoureuse. Le mariage de rêve. Et ensuite, quand tout avait changé. Il a commencé petit, dit Victoria, la voix basse mais claire. Des commentaires sur ma tenue. Des jalousies envers mes amis. Exigeant que j'arrête de travailler. Je pensais que c'était de l'amour. Qu'il se souciait de moi. Mais c'était du contrôle. Elle raconta la première fois qu'il l'avait poussée. La première fois qu'il l'avait giflée. La première fois qu'il l'avait frappée. Chaque escalade. Chaque excuse qu'il donnait. Chaque promesse de changement jamais tenue. J'ai essayé de partir, continua-t-elle, les larmes coulant maintenant. J'ai économisé de l'argent. J'ai consulté un avocat. Mais il a découvert. Et il a dit que si je partais, il tuerait mon père. Mon frère. Et je l'ai cru. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà vu ce dont il était capable. L'avocat de Daniel tenta d'interrompre, en objectant pour témoignage dramatique. Le juge refusa. Elle a le droit de raconter son histoire, déclara-t-il. Continuez, Madame Blackwood. Victoria respira profondément. La nuit du gala, j'étais épuisée. Enceinte de 7 mois, avec des douleurs au dos, ne souhaitant qu'une chose, que cet événement se termine. Quand le sénateur a fait cette blague, quelque chose en moi a craqué. Je n'ai plus pu faire semblant que tout allait bien. Alors j'ai parlé. Et lui? Sa voix se brisa. Hélène attendit. Il m'a traîné au centre de la salle. Il a arraché ce fouet du mur. Et il a commencé à frapper. Je ne pensais qu'au bébé. Je protégeais mon ventre et je priais pour qu'il survive. Parce que je savais qu'il ne s'arrêterait pas avant de me tuer. Le tribunal était dans un silence complet. 2 jurés pleuraient ouvertement. Même le greffier avait cessé de taper. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide plus tôt » demanda Hélène doucement. Victoria la regarda, puis le public, enfin Daniel. Parce que j'avais honte. Parce que je pensais que personne ne me croirait. Parce qu'il était puissant, respecté, riche. Et que moi, je n'étais que sa femme. Qui aurait choisi mon camp contre le sien? Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Victoria se tourna directement vers les jurés. Mais maintenant je comprends que rester silencieuse ne protégeait personne. Cela ne protégeait que lui. Combien de femmes regardent cela maintenant et vivent la même situation? Combien pensent qu'elles n'ont pas de sortie? Je veux qu'elles sachent, il y a une issue. Il y a justice. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Lorsqu'elle descendit de la barre, aucun œil ne resta sec dans le tribunal. La défense tenta de réagir. Elle fit appel à des psychologues parlant du stress professionnel. À des spécialistes de mariage difficile. Elle tenta d'argumenter que Victoria provoquait, que les hormones de la grossesse la rendaient instable. Mais aucun argument ne pouvait rivaliser avec 47 vidéos et 300 témoins. Puis Hélène fit exploser la bombe finale. Elle présenta les documents financiers. Le blanchiment d'argent. Les 200 millions d'origine criminelle. Les sociétés écrans. Et la signature falsifiée de la procuration. Votre honneur, déclara Hélène, ce n'était pas un crime passionnel. C'était un schéma systématique d'abus, de contrôle, de vol et de violence préméditée. Le prévenu a construit une cage autour de sa victime et l'a torturée pendant des années. Les avocats de Daniel n'avaient plus rien. Ils tentèrent de demander un ajournement. Refusé. Ils tentèrent de contester l'admissibilité des preuves. Refusé. Ils tentèrent de proposer un accord. Hélène refusa. Il n'y aura pas d'accord, dit-elle. Il y aura justice. Le 5e jour, les jurés délibérèrent pendant seulement 3 heures. Lorsqu'ils revinrent, le porte-parole se leva. Sa voix était solennelle. Nous déclarons le prévenu Daniel Blackwood coupable de toutes les accusations. Le tribunal éclata. Les reporters se précipitèrent dehors. Les militants crièrent de joie. Victoria couvrit son visage de ses mains et pleura. Son père la serra dans ses bras, la tenant tandis qu'elle laissait enfin sortir des années de douleur. Daniel resta immobile, le visage gris. Ses avocats tentèrent de le consoler, de parler d'appel. Mais il savait. C'était fini. Le juge frappa du marteau pour faire taire la salle. Le jugement sera prononcé dans 2 semaines, annonça-t-il. Puis il regarda Daniel directement. D'ici là, le prévenu restera détenu sans possibilité de libération sous caution. 2 officiers menottèrent Daniel. Alors qu'il était emmené, il regarda enfin Victoria. Elle soutint son regard. Il n'y avait plus de peur. Seulement de la force.
L'audience de détermination de la peine eut lieu un matin ensoleillé de décembre. Daniel Blackwood entra dans le tribunal vêtu de l'uniforme orange de prisonnier. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient en désordre. Des cernes profonds marquaient son visage. 2 semaines en prison avaient détruit la façade du milliardaire puissant. Il ressemblait désormais à un homme brisé. Victoria était présente, assise entre son père et son frère. Dans ses bras, elle tenait sa fille de 2 semaines. La petite Espérance dormait paisiblement, indifférente au tribunal bondé, aux caméras, à l'homme qui avait failli empêcher son existence. Le juge Wright examina les documents en silence avant de parler. Lorsqu'il leva les yeux, son expression était sévère. « Monsieur Blackwood, durant ma carrière de 40 ans, j'ai présidé des milliers d'affaires. J'ai vu des criminels de toutes sortes. Mais j'ai rarement vu une cruauté aussi calculée que la vôtre. » Il fit une pause. « Vous n'avez pas agi sur un coup de tête. Vous avez construit systématiquement une prison autour de votre épouse. Vous l'avez isolée, contrôlée, volée et torturée. Et lorsqu'elle a finalement trouvé la voie pour s'opposer à vous, vous avez tenté de la détruire publiquement. » Daniel baissa les yeux. Ses avocats lui avaient conseillé le silence, mais à ce moment, rien d'autre n'avait d'importance. Pour agression physique qualifiée et blessure corporelle grave, je condamne le prévenu à 15 ans de prison. Pour tentative d'homicide sur l'enfant à naître, 10 années supplémentaires. Pour contrainte et menace, 5 ans. Pour fraude documentaire, 3 ans. Pour blanchiment d'argent, 20 ans. Le juge frappa du marteau après chaque peine. Total de 53 ans. Sans possibilité de libération conditionnelle pour les 20 premières années. Le tribunal resta silencieux. 53 ans. Daniel avait 42 ans. S'il purgeait l'intégralité de la peine, il serait âgé de 95 ans à sa sortie. Sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Mais le juge n'avait pas fini. De plus, tous vos biens seront confisqués. La moitié sera destinée à la réparation des victimes de votre blanchiment d'argent. L'autre moitié sera transférée à Madame Victoria Lawson en compensation des années d'abus et des biens que vous lui avez volés. Il regarda Daniel droit dans les yeux. Vous avez utilisé l'argent comme arme. Vous ne posséderez plus un centime. Les officiers emmenèrent Daniel menotté. En passant près de Victoria, il s'arrêta. Ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais d'aucun mot ne sortit. Elle serra sa fille plus près de sa poitrine et tourna le visage. Il n'y avait plus rien à dire. Dehors, les journalistes entourèrent Victoria, Hélène et Thomas. Les caméras filmaient sous tous les angles. Les reporters criaient des questions simultanément. Victoria leva la main pour demander le silence. Lorsqu'elle parla, sa voix était ferme et claire. Pendant des années, j'ai vécu dans la peur. Peur de parler. Peur de partir. Peur que personne ne me croie. Et cette peur a failli me tuer. Elle regarda directement les caméras. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour célébrer l'emprisonnement d'un homme. Je suis ici pour dire que la violence domestique n'est pas une affaire privée. Ce n'est pas un problème de couple. C'est un crime. Et cela mérite une punition. Elle serra sa fille contre sa poitrine. Si vous regardez cela et vivez une situation similaire, sachez, ce n'est pas votre faute. Vous ne méritez pas de recevoir des coups. Vous n'avez pas provoqué cela. Et vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide. Il y a une issue. Cela peut sembler impossible, mais je suis la preuve qu'il est possible de reconstruire sa vie. Les semaines suivantes apportèrent des changements sismiques. La condamnation de Daniel envoya des ondes de choc à travers l'élite des affaires. D'autres affaires d'abus commencèrent à émerger. Des femmes qui avaient été réduites au silence pendant des années trouvèrent le courage de parler. Le mouvement prit son propre élan. Victoria utilisa la moitié de l'argent qu'elle reçut pour créer la Fondation Espérance, une organisation dédiée à l'aide aux victimes de violences domestiques. Elle offrait refuge, assistance juridique, thérapie, formation professionnelle. En 6 mois, elle avait déjà aidé plus de 200 femmes à échapper à des relations abusives. Patricia Morale devint directrice administrative de la Fondation. Son courage à témoigner inspira d'autres témoins à dénoncer les abus dans leur communauté. Elle trouva enfin un but dans la douleur qu'elle avait portée pendant des années. James quitta son poste chez Lawson Industries pour travailler comme avocat bénévole pour la Fondation. Il mettait ses compétences juridiques au service de la destruction de contrats abusifs, d'ordres de restriction mal appliqués et de tactiques d'intimidation utilisées par les agresseurs. Thomas, pour sa part, utilisa son influence pour pousser des changements législatifs. Loi plus stricte contre la violence domestique, protection élargie pour les victimes, contrôle rigoureux des ordonnances de restriction. Il transforma sa colère en action politique. 1 an après le procès,
la Fondation Espérance organisa son premier événement caritatif. Le lieu choisi avait une signification particulière. Le Grand Métropolitan Hotel, dans la même salle où Victoria avait été agressée. Lorsqu'elle entra cette nuit-là, vêtue d'une élégante robe vert émeraude, avec Espérance dormant dans une poussette à ses côtés, tout le monde se leva et applaudit. Ce n'étaient pas des applaudissements par pitié. C'était une reconnaissance de force, de courage, de transformation. Victoria monta sur la scène où, 1 an plus tôt, elle avait saigné sur le sol de marbre. Elle regarda la salle remplie de supporters, de donateurs, de survivantes. Cette salle a été le théâtre de ma plus grande humiliation, commença-t-elle. Mais aujourd'hui, elle est le théâtre de ma plus grande victoire. Pas parce qu'un homme a été emprisonné, mais parce que j'ai survécu, parce que ma fille est en vie, parce que j'ai transformé le traumatisme en but. Elle désigna les femmes assises au premier rang. 20 survivantes que la Fondation avait aidées. Chacune de ces femmes a affronté ce que j'ai affronté. Certaines ont souffert davantage. Mais toutes ont choisi de vivre, choisi de se battre. Et aujourd'hui, elles sont ici, libres, reconstruisant leur vie. Voilà la véritable justice. L'événement recueillit 3 millions de dollars. Mais plus important que l'argent fut ce qu'il symbolisa. Des victimes reprenant des espaces où elles avaient été blessées, transformant la douleur en pouvoir, refusant d'être définies par le traumatisme. Pendant ce temps, dans une prison à 200 km de là, Daniel Blackwood regardait l'événement à la télévision de la salle commune. D'autres détenus l'avaient reconnu. Les agresseurs de femmes n'étaient pas les bienvenus ici. Ils vivaient isolés, évitant les regards, mangeant seuls, comptant des jours interminables. Il vit Victoria sur scène, radieuse, forte, entourée de personnes qu'il aimait. Il vit sa fille, l'enfant qu'il avait tenté de tuer avant même sa naissance, grandir en bonne santé. Il vit l'empire qu'il avait construit sur la peur remplacé par quelque chose de plus grand, un espoir réel. Pour la première fois, Daniel comprit véritablement ce qu'il avait perdu. Pas l'argent, pas le statut, mais la chance d'être un être humain décent, de construire quelque chose qui compte, d'aimer sans détruire. Mais comprendre ne changeait rien. Il lui restait encore 52 années de peine. Victoria ne pensa plus jamais à lui, ni avec colère, ni avec peur. Il cessa simplement d'exister dans son esprit. Elle avait de meilleures choses sur lesquelles se concentrer, sa fille, sa fondation, sa vie reconstruite. Car au final, la plus grande vengeance ne fut pas de le voir en prison. Ce fut de vivre pleinement, de se transformer de victime en survivante, de survivante en guerrière, de guerrière en phare pour d'autres femmes encore perdues dans l'obscurité. 3 ans plus tard, la Fondation Espérance opérait déjà dans 15 États. Elle avait aidé plus de 1200 femmes. Inspirée des dizaines d'organisations similaires. Victoria avait écrit un livre sur son parcours. Elle donnait des conférences dans des universités, entreprises, congrès. Et elle terminait toujours par le même message. La violence n'est pas l'amour. Le contrôle n'est pas l'attention. Et personne ne mérite de vivre dans la peur au sein de sa propre maison. Si mon histoire sauve une vie, ne serait-ce qu'une seule, tout aura valu la peine. Espérance grandissait forte, entourée d'amour, ne connaissant jamais l'homme qui avait failli empêcher son existence. Victoria s'assurait que sa fille grandisse en connaissant sa valeur, sa force, son droit de vivre libre de toute violence. Et chaque fois qu'elle entrait dans cette salle du Grand Métropolitan, désormais renommée Salle Espérance en hommage à la Fondation, Victoria souriait. Car elle avait transformé le pire jour de sa vie en le commencement de quelque chose d'extraordinaire. Si vous connaissez quelqu'un vivant une situation similaire, partagez cette histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de courage et de dépassement.